les faire rentrer dans la salle. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Coiretti, le co-gérant de l'établissement avec Frédéric Perrault. Et ce soir, je suis doublement heureux. Doublement heureux en tant que gérant de salle de cinéma qui se veut être un lieu de vie culturel, un espace laïque des cultures. Nous avons déjà fait de nombreuses conférences en plus du 7e art et des activités du ciné-club que nous accueillons ici, le ciné-club Canétoile, le bien nommé. Et réouvrir, puisqu'on a rouvert il y a quelques jours, notre établissement après tant de mois de fermeture, avec une conférence sur une famille qui a eu une telle importance à Arago, c'est pour moi important et symbolique. C'est important parce que, donc, comme je le disais à l'instant, en tant que chef, en tant que directeur, gérant de cet établissement, je voulais proposer autre chose que des simples projections. Et important aussi parce que je suis historien. J'ai plusieurs publications universitaires et je prépare actuellement une thèse de doctorat, comme quoi ça a servi aussi les mois de fermeture, sur le 19e siècle dans les Pyrénées-Orientales. Et toutes mes publications ont un rapport avec l'activité politique, la vie politique dans les PO. Donc forcément, ça fait 25 ans que je publie et 25 ans que je suis au contact des Arago à différents titres. Et c'est tout naturellement que j'ai eu à lire les ouvrages de M. Jacques. Donc quand Francis m'a proposé cette conférence sur le plan Arago, j'étais aux anges, quoi, parce que c'est à la fois, en tant que, vous l'aurez compris, directeur de salle de cinéma, mais aussi en tant qu'historien du 19e siècle, qui s'intéresse plus particulièrement au personnel politique, et donc aux grands patrons locaux que sont les Arago, que je reçois ce soir, j'ai la chance avec vous de recevoir Guy Jacques. Avant de lui céder la parole, je voudrais simplement dire que en France, depuis la Révolution française, à chaque fois qu'on a eu des républiques, on n'est pas un paradoxe près, et c'est presque un oxymore de dire qu'il y a des dynasties républicaines. Alors il y a les Jeanneney, il y a les Debray, il y a eu les Sadi Carnot, mais peut-être la plus intéressante, la plus inattendue, celle qui a le plus influencé sur la durée, c'est peut-être celle des Arago. Donc sans plus tarder, je cède la parole à M. Jacques, qui va nous en dire beaucoup sur cette dynastie qu'il a, je pense, plus justement dénommée du nom de clan. Oui, bonsoir. Donc, je ne suis pas du tout historien, comme on vous l'a dit, je suis océanographe. Si je me suis intéressé d'abord à François Arago, c'est parce que j'ai travaillé 40 ans au laboratoire Arago, et qu'au moment venu de la retraite, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on sait qui est vraiment Arago? Et je peux vous dire qu'au laboratoire, comme ailleurs, peu de chance à avoir pu raconter beaucoup de choses sur Arago. Et donc, depuis, je suis passé sur François Arago, puis quand on rentre dans la famille, on est obligé d'aller plus loin. Alors j'ai choisi de parler face au public, j'aime mieux ça, j'espère simplement que... Voilà. Donc, quand on parle des Arago, il y a une photo essentielle, c'est la maison natale d'Estagel. La maison natale d'Estagel, que vous voyez à gauche à l'origine, à droite elle est maintenant, elle peut transformer relativement, il y a toujours une pharmacie. Mon regret, c'est pour ça que le livre que j'ai écrit sur François Arago, je l'ai appelé François Arago l'oublié, parce que j'estime quand même que dans le département et même en France, il est relativement oublié. À Estagel, si vous avez la statue, vous avez cette maison natale. Je regrette un peu qu'historiquement, peut-être la mairie n'ait pas pu acheter cette maison et faire au moins un musée quand on voit l'importance de l'ensemble des Arago. Alors, quand par contre les Arago, à un moment donné, ils ont toujours gardé cette maison natale, mais ils sont venus à Perpignan. À Perpignan, quand le père, dont je vous parlerai tout à l'heure, de la fratrie des Arago est devenu caissier de la Monnaie, ils étaient installés là, à l'hôtel de la Monnaie, dans le quartier actuel. Il n'y a plus le bâtiment, mais ils ont passé quelques années là. C'est assez amusant d'ailleurs parce que sur les 11 enfants du couple Arago, le dernier né masculin, Étienne, est le seul qui, par sa date de naissance, est né à Perpignan. Et il a toujours regretté de ne pas être né à Estagel, à tel point que dans de nombreux vaudevilles qu'il a écrits et qu'il a joué, il s'est créé un personnage qui s'appelait Estagel. C'est le seul qui ne soit pas effectivement né à Estagel. Pour quand même, au point de vue historique, il faut voir que si on prend les parents Arago, je ne suis
pas remonter plus loin quand même, hein. Et l'ensemble des frères, on couvre quand même une période qui part de Louis XVI pour aller au Second Empire. Et quand même qu'il y a eu convention directoire consulat en Empire. Donc ils ont traversé une période historique importante. Alors vous avez parlé justement tout à l'heure de Jean-Louis Debré, qui a effectivement écrit un livre qu'il appelle Dynastie républicaine, où effectivement il classe les Debré dans les dynasties, mais il écrit à propos des Arago combien de familles françaises peuvent en effet s'enorgueillir d'avoir vu siéger comme représentants du peuple, députés donc, hein, sur les bancs de la même assemblée, aux élections du 23 avril 1848, le père François, son fils Emmanuel, son frère Étienne et leur beau-frère Claude Mathieu. Et ça, ce n'est qu'un aperçu. L'ensemble de ces trois Arago-là ont été députés ou sénateurs à plusieurs reprises. Alors évidemment, comme je traite du clan, vous pourrez toujours regretter que je ne peux pas être très long sur chacun des individus. C'est pour vous montrer, vous faire connaître des Arago que vous ne connaissez sans doute beaucoup moins que François Arago. Alors, quand même, le clan, les deux figures quand même emblématiques du clan, c'est la mère, Marie Arago, et François Arago. Et d'ailleurs, David d'Angers a réalisé ces deux médailles. Il n'y a pas de médaille d'autres Arago. C'est effectivement eux qui ont mené le clan. On peut dire quelques mots, effectivement, de Marie Roche, née Roche Arago, qui elle-même, c'est à une époque où les femmes ne recevaient pas d'instruction. Elle s'est arrangée pour s'instruire au maximum et elle a signé de Roche et puis d'Arago son acte de mariage. Alors voilà, comme je vous dis, on oublie, il y a les 11 enfants. Le couple Arago a eu 11 enfants. Mais les trois premiers, qui étaient trois filles, sont mortes dans leur première année. Donc la première fille, c'est Rose. Après, il y a 6 garçons. Hein, et donc, on peut dire 2 filles, puisqu'il y en a 3 qui sont mortes rapidement. Ce que j'ai mis là, ce que vous avez en bleu, Jean et Étienne, ce sont les 2 seuls qui n'ont pas eu d'enfants. Hein. Joseph, que j'ai mis en flèche bleue, que vous voyez là, Joseph, lui, a eu des enfants, mais au Mexique. Donc en fait, en France, il n'y a des descendants que de Jacques Arago et de Marguerite. Parce qu'il y a eu un mariage entre cousins, ce qui fait que, en fait, tous les descendants viennent de cette branche-là en France, et les autres sont au Mexique, et ils sont assez nombreux. Ils ont d'ailleurs été très étonnés d'être invités en France au moment de la sortie d'un livre important de Sarda, de découvrir ce qu'était la famille Arago. Alors, j'ai parlé de la maison des Stagel, qui était le premier lieu de repli. Dès qu'il y avait un coup de vent mauvais, politique, par exemple quand Étienne Arago, qui a été aussi caissier de la monnaie à la suite de son père, en 1816, a été éjecté de ce poste pour de mauvaises raisons, le clan s'est réfugié à Estagel. Mais l'autre lieu de repli, c'était l'Observatoire de Paris, puisque François Arago a dirigé l'Observatoire de Paris pendant une trentaine d'années. Et là, il y avait de nombreux logements et tout son clan, pas uniquement la famille, mais les amis dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, quand même, un petit mot sur l'Observatoire de Paris. Arago, on voit un amphithéâtre en bas, Arago donnait des conférences d'astronomie qui, à l'époque, on n'a pas idée, est extrêmement populaire. Les salles étaient bondées de gens pour écouter des cours d'astronomie d'Arago et d'autres. Hein. Et quand Arago est décédé, son successeur, Le Verrier, qui ne pouvait pas le voir en peinture, c'était 2 ans et demi, il a détruit l'amphithéâtre Arago pour en faire ses appartements, et il ne reste plus que le tableau qu'on voit en haut à droite, le tableau qu'on voit aussi dans l'amphithéâtre, c'est tout ce qui reste pratiquement de la salle Arago. Il y a toujours la coupole Arago, où il y avait un télescope qu'Arago n'a jamais pu utiliser parce qu'il est décédé avant, et vous avez toujours à l'Observatoire de Paris cette coupole, elle a été modernisée, mais voilà ce qui reste. Alors voyons un peu la fratrie, par quelques frères. Donc d'abord François Arago, marié à Lucie Carrier-Besson, c'est celui qu'on connaît le plus. Et encore, quand je vous ai dit qu'au laboratoire Arago, moi je ne connaissais pas grand-chose de François, j'ai demandé, quand j'ai écrit l'ouvrage, j'ai demandé à des professeurs du lycée Arago, justement, de faire une petite interview en début d'année pour les jeunes qui rentraient en seconde, pour leur demander qui est François Arago. Sur 80 réponses, en gros, je schématise, hein, il y en a 2 qui ont répondu qu'il était physicien, enfin scientifique, si vous voulez, et homme politique. Il n'y en a que 2. Hein. Il y a eu les réponses, il y en a 11 ou 12 qui ont dit je ne sais pas. Un autre qui a dit c'est
sais pas, il m'a écrit, il était français. Et il y en a quand même un qu'on a fait un grand architecte du 19e siècle, et il y en a pas mal, 4 ou 5 qui ont confondu avec Aragon. Il y en a même un qui a cité qu'il avait écrit le roman inachevé, François Arago, qu'il avait écrit le roman inachevé. Mais je ne me moque pas trop parce que si on fait une interview au pied de la statue d'Arago à Perpignan, à mon avis, on aurait pas mal de surprises. Donc, voilà, je rappelle simplement pour François Arago, physicien astronome. Il a été très proche, il a travaillé sur la nature ondulatoire de la lumière, il a été très proche, c'est ce que dit un Américain, Greg Burr, par inadvertance d'avoir trouvé la théorie de la relativité. Alors, il a été membre de l'Académie des sciences en 1810 à 23 ans. Je ne sais pas si vous voyez l'âge moyen actuel des académiciens des sciences. Et il a été secrétaire de cette assemblée à partir de 1830, ce qui lui a donné un pouvoir très important et une connaissance un peu empirique des sciences. Il a eu deux fois des médailles. Alors pour les PO au point de vue politique, je résume les notes, il a quand même été élu 8 fois député des PO entre 1831 et 1848. Dans une de ces élections, je crois que c'est celle de 48, qui s'avérait assez difficile contre l'adversaire que le préfet tentait de mettre pour battre Arago, il a été soutenu par l'Indépendant. L'Indépendant n'a pas été créé par Arago, mais a été créé pour favoriser l'élection d'Arago. C'est le plus vieux quotidien de France. Alors, il a été aussi ministre de la Marine et des colonies. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a signé le décret Schœlcher sur l'abolition de l'esclavage. On parle toujours de Schœlcher, on oublie que c'était quand même Arago qui lui a demandé de faire ce travail et qui a signé le décret. Et il a été en fait véritable chef du gouvernement, chef de la commission exécutive, du 9 mai au 24 juin 1848. C'est très court et ça se termine assez mal. Il y aura toujours une ambiguïté. Pour certains, pour certains, si vous voulez, c'est lui qui aurait donné, juste avant de démissionner, l'ordre au général Cavaignac de tirer sur la foule à Paris. Pour d'autres, c'est complètement faux. Alors là, honnêtement, les historiens ne sont pas d'accord et je n'ai pas d'opinion. On verra si on discute de cela. Alors, comme souvenir d'Arago dans le département, vous aviez la statue du sculpteur catalan Alexandre Oliva qui a été inaugurée donc en 1863, mais qui a été fondue pendant la guerre par les Allemands. Vous avez la seconde statue, celle qui est maintenant en place à Estagel, actuelle, qui a été inaugurée en présence de Paul Albuy, Arthur Comte et Georges Petit, le directeur du laboratoire Arago. Et vous avez surtout celle-là. C'est la seule statue d'Arago d'origine qui existe en France. Donc quand vous passez à côté, quand même, faites un petit effort, regardez, il y a les 3 panneaux d'Antoine Mercier qui sont intéressants. Ce que je regrette, c'est qu'elle est quand même en assez mauvais état. Alors j'ai bien signé à la mairie, mais j'ai compris que la rénovation des statues, c'était national, il y avait un calendrier, on ne peut rien faire. Mais les dorures s'en vont, enfin c'est un peu dommage. Et il n'y a pas de plaque quand même. J'ai demandé à la mairie qu'il voulait avoir une plaque sur la place Arago qui expliquait un peu qui était Arago, comme ils en font pour d'autres endroits. Je n'ai pas eu de réponse, mais si quelqu'un peut intervenir, je trouve que ça serait quand même logique qu'il y ait une plaque. Voilà comment elle était. En plus, si vous voulez maintenant, vous avez un tas de voitures de livraison qui sont sans arrêt à ses pieds. Voilà comme elle était à l'origine, avec une balustrade qui la protégeait. Enfin, disons que l'ouverture des cafés n'a pas fait du bien à la statue d'Arago. Alors, voilà l'autre. Là, vous voyez, c'est Polytechnicien. Donc là, on est le 2 octobre 2017. Une association de polytechniciens a décidé de faire un concours pour qu'on recrée une statue d'Arago, puisque celle, je vous verrai le socle juste après, celle d'origine a été fondue elle aussi par les Allemands. La statue a été très, très critiquée par les scientifiques, mais voilà son inauguration. Alors ce qui est amusant, elle est inaugurée dans le jardin de l'Observatoire de Paris, mais la mairie de Paris a refusé qu'elle soit placée sur le méridien. Le méridien passe à 1,10 m à peu près de la statue pour des raisons. Il a refusé que ce soit sur le méridien, alors que Arago a quand même contribué beaucoup à la mesure du méridien de Paris. Donc, ce que l'on peut dire aussi pour Arago, parce que je résume un petit peu, une de ses découvertes majeures, c'est l'aide qu'il a apportée à la photographie. C'est-à-dire qu'il y avait Niepce et Daguerre qui avaient signé un contrat, c'est eux qui ont créé la photographie dans le monde.
Et finalement, Arago a un peu favorisé la guerre parce que Niepce aussi était mort. Et ça a donc été pendant 10 ans l'extension des daguerréotypes. C'est la première fois où le peuple a pu se faire tirer le portrait à des prix accessibles grâce aux daguerréotypes. Il y a eu une vogue de 10 ans en France et surtout aux États-Unis. Et pourquoi il y a eu cette vogue? Parce que Arago a acheté, n'a pas voulu breveter, il a voulu le donner librement au monde. C'est ce qui explique pourquoi le daguerréotype pendant 10 ans alors il y en a, ça c'est Saint-Martin. Si vous voyez sur la gauche, en bas de la photo, on voit un cireur avec un monsieur qui pose son pied, c'est petit, vous le voyez. Alors, on voit ça simplement parce que le temps de pause était long pour les daguerreotypes, ce qui fait que tous les véhicules qui passaient plus rapidement ne sont pas pris en compte. Mais on voit ce cireur. Alors, c'est pas la peine. Je vous rappelle qu'au musée Rigaud à Perpignan, il y a 4 daguerreotypes. Je ne suis jamais arrivé à les voir. J'ai proposé au musée Rigaud de faire une exposition sur François Arago et la photographie. C'était accepté, puis au dernier moment, on m'a dit non, on la fera pas. Donc il y a des daguerreotypes au musée Rigaud. Alors voilà justement la journée de juin 48 avec les émeutes à Paris et le rôle un peu controversé de François Arago. Il faut dire que François Arago, on peut dire que c'était un homme plutôt de gauche, mais il avait une peur bleue des révolutions. Donc moi je dirais que ce n'est pas totalement impossible qu'il ait donné cet ordre-là, mais c'est une opinion qui n'a pas... Voilà. Donc on va passer, je ne les prends pas dans l'ordre de naissance, à quelqu'un, Jacques Arago. Il est peu connu. Hein. Jacques Arago, c'est donc quelqu'un très à part dans le clan Arago. Il n'était pas très aimé de ses frères. Il venait toujours les voir pour avoir de l'argent. D'ailleurs, avec François Arago, quand il voyait assez souvent venir Jacques Arago, qui lui disait « Oh François, j'ai une idée formidable. Ensemble, on va écrire un ouvrage. » Il lui disait « Écoutez, voilà, je te donne 10 ou 100 francs, et puis on verra une prochaine fois. » Donc il n'a pas été aimé parce qu'il était extrêmement égoïste. Il a rendu très malheureux ses 2 femmes. Donc, mais c'est quand même un illustrateur, explorateur, caricaturiste, auteur de vaudeville, critique théâtrale et fondateur de revue. Alors, la chance qu'il a eue, c'est grâce à François Arago. Très jeune, il a pu embarquer sur l'Uranie pour un tour du monde. Il faut dire que Jacques Arago a passé par exemple 3 fois le Cap Horn. On n'est pas quand même chiffré comme ça à cette époque-là. Donc voilà l'Uranie sur laquelle il était. Voilà donc le tour du monde qu'il a fait. Ce qui lui a permis, on y reviendra après, de passer plusieurs fois à Rio de Janeiro et de faire la connaissance des 2 empereurs successifs de cette époque, Pedro I et Pedro II, et aussi de après. Alors, ce qui est intéressant dans ces dessins, vous voyez là, à bord de cette Uranie, le commandant avait embarqué clandestinement sa compagne. Il n'avait pas le droit de le faire. Ce qui fait que dans les dessins officiels, il demande au dessinateur de ne pas mettre sa compagne. Donc voilà un premier dessin de Jacques Arago sur le débarquement à l'établissement portugais de Dillet. Et voilà une autre qui reprend le même débarquement, où vous voyez avec ses plumes la femme du commandant, et même il y a un marin qui est sur le canot, un peu d'humour, qui a les pieds en l'air. Donc pour chaque... vous voyez, par exemple, un autre exemple, la photo de gauche est officielle, la gravure de gauche est officielle, celle de droite, où on voit toujours la femme du commandant sortir de la tente, n'est pas dans les rapports officiels. Et les Australiens ont été passionnés par cette histoire, et ils ont une collection énorme des ouvrages originaux de Jacques Arago et de ses planches. Alors on pourrait dire que c'était un des premiers illustrateurs de l'exotisme. Là je vous ai mis toute une panoplie de dessins qu'on peut trouver sur le site de l'association Villa Stagelo à Stagel, une association qui fait pas mal de choses, mais qui s'intéresse particulièrement aux Arago. Vous pouvez trouver pas mal de choses dessus dans cette association. Donc voilà par exemple aussi, il a beaucoup illustré des mots et des proverbes qui ont été réédités par la Bibliothèque nationale de France l'an dernier. Donc voilà 4 proverbes, on ne court pas 2 livres à la fois, etc. Alors je vais m'intéresser un petit peu au dernier. L'avant-dernier, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors il illustre Napoléon
appelle le soldat qui lui avait dit non, je n'ai pas pu tenir ce poste, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors il lui demande compte de sa conduite. Sire, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce poste était indéfendable. Taisez-vous, monsieur, dit donc Napoléon, cela n'est pas français. Impossible de passer les Alpes, avait-on dit. Impossible de vaincre Suvorov, impossible de s'emparer de Vienne, de Berlin, impossible aux Français de résister plus d'un mois à l'Europe coalisée. Hélas, que de choses impossibles se sont réalisées. Et il a fini, lui aussi, il a fini un petit peu tristement. Des gens lui ont demandé, alors qu'il était déjà aveugle. Hein. La famille Arago, de manière congénitale, a été pas mal frappée par des problèmes de cécité, y compris François Arago un peu. Et déjà aveugle, on lui a demandé de cornaquer des gens pour aller lors de la ruée vers l'or en Californie, à bord de l'Édouard. Il s'est fâché tout de suite avec le capitaine de l'Édouard, qu'il a débarqué à Valparaiso. Ça lui a permis quand même aveugle, de monter sur les montagnes du Chili, de reprendre un bateau, de passer par Tahiti, et il a eu de longues conversations et de longs échanges avec la reine Pomaré. Et voilà, je vous ai dit au Brésil, c'est là, sa passion c'était le Brésil, il y est passé, je crois, 3 fois, et il a donc rencontré successivement les 2 empereurs. Mais mauvais côté de Jacques Arago, avec Pierre II du Brésil, à un moment donné, il lui a remis une couronne de fleurs qui avait été tressée, soi-disant, par la reine Pomaré, et une tête de quelqu'un de momifié. Mais quelques mois après, l'empereur et l'impératrice se sont aperçus que ça venait du bazar d'à côté. Alors, il espérait revenir juste avant sa mort pour diriger un théâtre à Rio. Ça ne s'est pas fait, on peut comprendre un peu pourquoi. Par contre, il est enterré au Brésil. D'ailleurs, il voilà s'écrit « Vive le Brésil, où je veux qu'on me creuse une tombe. Le lieu est choisi pour mon repos éternel, tout près du couvent de Sainte-Thérèse, ou Rossignol de Geneviève, etc. » Il est sans doute enterré là, mais j'ai rencontré à Paris ses descendants. Ils cherchent encore la tombe, parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à ce couvent. Donc on ne sait pas, il est sûrement enterré là, mais on n'a pas sa tombe. Alors maintenant, quelques mots sur les Mexicains. Parce que finalement, on parlait des Arago, de la politique locale, mais il y a quand même 2 gens qui est né à Estagel en 88 et mort en 1830 à Mexico. Il a quand même fini par devenir général dans l'armée de Santa Anna. Alors, au début de carrière, il a fait sa carrière dans l'armée française, combattant dans l'armée napoléonienne en Espagne, et puis il a pris la succession de son père, donc comme je vous l'ai dit, au comptoir de la monnaie à Perpignan, puisqu'on battait monnaie à Perpignan. Et puis, finalement, déçu, quand il a été démis de son poste, il a été tenté par l'aventure mexicaine. Il est donc parti au Mexique avec Xavier Mina. Xavier Mina, c'est un Espagnol révolutionnaire qui a combattu les Français dans la guerre France-Espagne, puis après qui s'est retourné contre son roi, qui a été un petit peu exilé, et qui a donc monté une expédition pour aller aider les Mexicains. C'est une façon de prendre une revanche sur les Espagnols, en fait. Hein. Aider les Mexicains, ça veut dire combattre les Espagnols. Et Arago a donc rejoint Xavier Mina, et ils ont donc l'expédition de Gavilla. Je vous ai mis la carte là de cette expédition. Alors, cette expédition a duré quand même plusieurs mois, et puis finalement, Xavier Mina a été capturé et exécuté en 1817. Arago était le plus proche, il a devenu le commandant du reste de l'armée de Mina. Il est arrivé à survivre à peu près à toutes les guerres de succession, parce qu'à cette époque au Mexique, on changeait de président de la République tous les 3 à 6 mois, quitte à revenir, le même revenait 2-3 fois. Et il a su quand même naviguer et finir donc par être général dans l'armée du Mexique. Et on lui a offert par 2 fois le poste de président de la République, qui était un siège éjectable quand même. Et il a refusé parce que bien qu'il était naturalisé mexicain, il estimait quand même que c'était un Mexicain de souche d'être président. C'est pour ça que je dis souvent, comme le sous-titre, on pourrait dire le moindre des Arago, parce qu'un Arago dont peut-être que j'ai entendu parler, quand même général dans l'armée du Mexique, on doit quand même refaire le poste de président. Voilà, Santa Anna, c'est auprès de Santa Anna qu'il a le plus œuvré. Il a fini pratiquement à la bataille de Fort Alamo qui opposait
l'armée mexicaine à l'armée du Texas. Il y était, mais il n'a presque pas combattu, et presque mourant, il a été ramené à Mexico, où il a été enterré, avec les funérailles nationales. Vous voyez, atteindre Paris. Alors les Mexicains, le deuxième, un petit peu moins, Joseph devenu José. Voilà. Alors lui aussi, il a commencé par sa carrière dans la grande armée napoléonienne, puis finalement, sans doute convaincu d'avoir quand même des messages de son frère, il a décidé lui aussi de partir au Mexique. Donc 3 ou 4 ans plus tard, il est arrivé au Mexique et il a eu une carrière moins brillante et surtout il était quand même malade, parce qu'il a souvent pris une année de congé de maladie assez régulièrement, ce qui fait que sa carrière a été un peu plus hachée. Et il a finalement été nommé donc, colonel commandant la garnison de Perroté en 1851. Et il a été soupçonné d'avoir voulu donner ce fort à l'ennemi du gouvernement en place. En fait, on voulait le condamner à mort et il a été blanchi parce qu'apparemment, heureusement pour la réputation des Arago, il n'avait pas trahi. Alors on arrive au dernier donc, des frères Arago, hein, Étienne, celui donc qui n'est pas né à Estagel. Lui, il a été dramaturge, homme politique et contestataire. Alors c'est assez amusant d'être auteur de vaudeville et homme politique, si vous en trouvez maintenant qui ont cette double casquette, c'est quand même assez rare. Alors c'est sans doute le plus contestataire, ce qui fait que il a de temps en temps été dans les bons mouvements, d'autres fois il s'est fait arrêter, il a été exilé 11 ans quand même, hein, et il a navigué entre la Belgique et la Suisse, comme pas mal d'exilés de cette époque, où il a côtoyé d'ailleurs Victor Hugo. Alors voilà le rebelle, voilà quelques illustrations quand il était commandant de la garde nationale. Parce que si vous voulez, c'était à Éclipse, il a été exilé 11 ans, mais il a quand même été pendant quelques mois maire de Paris aussi. Et c'est lui qui a inventé le Carrosse. Alors voilà le genre de vaudeville. Il a été aussi directeur du théâtre de vaudeville à Paris. Pas celui qui est actuellement, qui a brûlé. Et quand il a brûlé, on a un peu, Arago a été poursuivi par les actionnaires et il a mis 20 ans, mais il a remboursé absolument toutes les dettes qu'il devait aux actionnaires. Voilà, donc Journée nationale du temps, je crois qu'on vous a, Étienne Arago, quand même, inventeur du timbre-poste. Je dis, c'est pas un petit village comme Estagel, quand on voit une telle lignée de réussite, on est étonné qu'il n'y ait quand même pas beaucoup plus de choses. Donc il a côtoyé Victor Hugo, comme pas mal d'exilés. Alors, on a encore celui qui a le moins bien réussi, Victor. Toujours des frères. Moins bien réussi, il a quand même réussi Polytechnique. Oui, quand même. Ce qui fait que ça fait quand même 2 Estagélois, puisque François Arago est rentré aussi à Polytechnique. Alors on discute toujours, il y a des gens qui disent qu'il est rentré major à l'école Polytechnique. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'à l'époque, le concours à l'école Polytechnique était décentralisé. Donc il a été premier de ceux qui se présentaient à Toulouse. Et je crois qu'il était 3e, 4e. Enfin, donc Victor n'a pas été premier, parce qu'il y avait 2 polytechniciens. J'aimerais savoir combien depuis il y a de polytechniciens qui sont nés à l'Estagel. D'où le moins des Arago. Alors effectivement, on a perdu tous ses papiers militaires, ce qui fait qu'on connaît très peu de choses sur lui, mais il a simplement fini au grade de commandant. Alors il était remarqué au siège d'Anvers, parce que la France est venue aider les Belges à se débarrasser du joug néerlandais, et à la bataille d'Anvers, il a fait une percée remarquable de nuit, et le général qui commandait l'armée est venu le voir et dit « Ah, c'est un Arago, je m'en souviendrai, mais il s'en est pas souvenu du tout, et il est resté commandant. » Donc il a été aussi chef de garnison à Perpignan. Alors quelques descendants, on ne va pas les voir tous. Le plus connu c'est Emmanuel, c'est le fils de François Arago, qui est aussi, j'ai dit tout à l'heure que Jacques Arago n'était pas très aimé de la famille. Il y a quelqu'un dans ce clan Arago, dont on reparlera, qui était la secrétaire de François Arago d'Étienne, qui porte Étienne au nu et qui n'aime pas du tout ni Victor, ni le peintre, ni Emmanuel. Alors voilà. Vous voyez, il était député des PO, lui aussi. Sénateur, on a même proposé d'être sénateur à vie,
et il a refusé. Il était surtout avocat. Les plus célèbres, il a été l'avocat d'Armand Barbès, notamment, et qu'il a défendu. Et ensuite, il a eu une carrière politique. Alors, petite chose amusante à Estagel, vous avez ce panneau-là sur la statue de François Arago. Il y a, pour François Arago, vous regardez abolition des châtiments corporels de marine, loi protectrice des vins doux naturels, loi Arago, c'est complètement faux. Ça n'a jamais été François Arago, mais justement Emmanuel qui a promulgué cette loi pour les vins doux naturels. Donc ça reste une erreur sur Alfred, je vais passer dessus, c'était un fils de François Arago qui a été peintre. Vous avez quelques peintures à Estagel et quelques-unes au musée Rigaud, mais il y a surtout des critiques d'art. Mais bon, pas. Ouais, voilà, c'est pas beau. Alors, peut-être plus intéressant, donc Victor Arago, Victor Joseph Douai, capitaine du 3e régiment d'infanterie en ligne, qui est devenu le premier chef des bataillons de la Légion. Et si vous allez près d'Orléans, ici vous avez un monument à la mémoire d'Arago qui a défendu contre les Prussiens l'accès à Orléans et qui est mort d'un état de bouche. Et il y a tout un monument avec la gloire de cet Arago. Alors, pratiquement à la fin des descendants, il y a quand même Félix l'amiral, 1849, il est né à Estagel aussi, bien plus tard, bien sûr. 1929, petit-fils de Rose et de Jacques, puisque je vous dis, c'était les deux enfants il y a eu un mariage entre cousins. Il a quand même fini par être major de l'école navale en 1866, contre-amiral, vice-amiral en 1911 et préfet maritime de Rochefort. Donc c'est quand même des carrières dont on se satisferait. Voilà, le Milan qu'il a commandé, entre autres, j'ai mis d'autres navires qu'il a commandés. Alors il reste Pierre Jean-François, 1852, Faugrol, 1937, Paris, qui est le petit-fils de François Arago et le fils d'Emmanuel, homme politique, notamment député des Alpes-Maritimes, il n'est pas du tout dans la région, et commissaire de l'exposition universelle. Il a été accusé, petite anecdote, de dissimulation de revenus par Vincent Auriol en 1923. Et voilà, si vous voulez, c'est ce château Arago à Faugrol, c'est Emmanuel Arago qui l'a reconstruit, donc ça existe toujours maintenant, et c'est un hôtel. Alors, on va avoir quelques alliés. Bien sûr, dans les alliés, il y a beaucoup d'astronomes, parce que même si François Arago était un savant assez universel, son domaine d'excellence, c'était quand même l'astronomie. Il y a Claude-Louis Mathieu, c'est non seulement un collègue, mais c'est également un parent, puisqu'il s'est marié avec Marguerite Arago. Alors c'était lui un spécialiste, alors lui par contre il était astronome pur et dur, et c'est lui qui a fait tous ces annuaires, qui sont des travaux exceptionnels comme longueur et lenteur d'acquisition des données. Et alors il n'a pas eu de chance parce que pour inaugurer sa statue, ça tombait en même temps que les journées de la Martinienne, de la Martine, ce qui fait que effectivement il était un peu oublié. Alors une personne très importante dans le clan, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la mère Marie Arago et François Arago, mais c'est Lucie Mathieu Logier, qui a donc été secrétaire à la fois d'Étienne Arago et à la fois de François Arago. C'est une personne clé à qui tout le monde se confiait. Justement, les fameux panneaux à Perpignan, si vous regardez les panneaux, un des derniers, c'est les derniers travaux. Alors on voit assez mal, mais il y a une personne, il y a François Arago à droite. À la même table, il y a justement Lucie Logier et sa secrétaire, et contre la bibliothèque, il y a un homme qui est appuyé. Je pense que c'est Augustin Barral, qui a été l'exécuteur testamentaire des œuvres de François Arago. Alors, il y a un ami qu'on est obligé de parler, c'est Alexandre de Humboldt. Pour certains, Alexandre de Humboldt, c'est le dernier grand savant universel. Vous savez que maintenant, on est de plus en plus spécialisé. Je travaille sur un gène d'un organisme. Ils connaissent à peine la biologie d'un organisme. À l'époque, né à Berlin, a mis 40 ans de François Arago, alors que leurs milieux sociaux sont évidemment complètement différents. Arago est sorti d'un milieu simple, puisque ses deux parents étaient agriculteurs.
alors que Alexandre de Humboldt, naturaliste, géographe, explorateur, lui, a une ascendance noble. Mais c'était son meilleur ami. Ils ont fait quelques travaux ensemble, plusieurs de géodésie, notamment le puits artésien de Grenelle. Le puits artésien de Grenelle à 548 mètres, qui est en 1841. C'est François Arago qu'on a eu l'idée, c'est Georges Mulot, l'ingénieur, qui a travaillé pendant 7 ans. Et ce jour-là, l'eau est apparue à Grenelle. Alors voilà un des voyages d'Alexandre de Humboldt. Il a beaucoup voyagé avec un botaniste français, Aimé Bonpland. Et si vous voulez, toute l'Amérique du Sud. Donc un savant beaucoup plus universel que François Arago même. Alors là, on voit sa bibliothèque. Alors comme il était allié, il venait souvent à l'observatoire. Et il y a même une anecdote assez amusante. Alexandre de Humboldt voulait faire visiter l'Observatoire de Paris au roi de Prusse. Et François Arago, qui n'était pas trop ami des rois, il dit non, il n'en est pas question. Et quelques années plus tard, Alexandre de Humboldt arrive à l'Observatoire. Il dit je pars en Angleterre avec un ami, on est très pressé, est-ce que tu pourrais nous faire visiter l'Observatoire? On fait visiter, puis petit à petit la conversation dévie un peu des choses scientifiques. Et François Arago ne cache pas son aversion à l'égard des régimes de royauté. Alors Alexandre de Humboldt le tire par la manche, tu sais que c'est le roi qui est avec moi. Il dit, je le savais, c'est pour ça que j'ai été si franc. Voilà d'autres objets d'Alexandre de Humboldt qui sont conservés à l'Observatoire de Paris. Alors, c'est là qu'on voit, comme je dis, François Arago l'oublié. Alexandre de Humboldt, à Berlin, vous avez cette université qui est l'université de deux frères Humboldt. Alexandre de Humboldt, dont on vient de parler, et son frère qui était dans le domaine littéraire. Ils ont quand même une université portant leur nom. Bon, alors côté Arago, il y a le boulevard Arago à Paris, et voyez la statue. Je vous ai montré tout à l'heure une nouvelle statue qui a été inaugurée, qui est dans le jardin de l'Observatoire, mais à 30 mètres à peu près à l'extérieur de l'Observatoire. Sur cette place, il reste le socle de la statue d'Arago. Si vous voyez au milieu du pied du socle, il y a un médaillon. Vous ne voyez pas ce que c'est ce médaillon? C'est un médaillon qui représente, qui a été créé par Jan Dibets, un architecte néerlandais, en 2000, pour le méridien de Paris. Et à Paris, il y a une quarantaine de médaillons qui sont placés sur le méridien. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup volé. Il y en a par exemple au Japonais, boulevard Saint-Michel, etc. Et Jan Dibets était bien tout à fait d'accord pour que la nouvelle statue d'Arago soit mise sur le socle. Le dernier moment, il s'est ravisé. Il a dit non, j'ai un droit moral sur ce socle puisque j'ai mis ce médaillon. Et la mairie de Paris lui a donné raison. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu la statue d'Arago. De l'autre côté, elle n'est peut-être pas très harmonieuse avec le socle. Mais il y a quelqu'un qui s'est pas plu et le jour de l'inauguration, à 20 mètres donc, d'où la photo que je vous ai montrée, où il y avait les petits techniciens, voilà. Il y a un olibrius qui est monté sur la statue en criant Arago, Arago, on t'a volé, etc. Pendant la cérémonie qui se déroulait à 20 mètres dans le jardin de l'Observatoire. Et j'étais revenu, c'était donc la statue d'origine de François Arago sur le socle qui est maintenant vide. Alors, il reste, bon, oui, quand même, dans les Pyrénées-Orientales, il reste quand même le lycée Arago. Le lycée Arago, vous avez aussi quand même, Arago a fait quand même ses études à Perpignan, hein, et si vous regardez au parking qui est près de la place Arago, le parking souterrain, il y a depuis 3 ans, il y a une plaque qui a été mise pour indiquer que François Arago avait fait ses études là. C'est moyennement vrai, il y a le bâtiment effectivement, où il y a le bâtiment d'art, là, c'est effectivement là qu'il y avait un collège où François Arago a été. Donc, après en avoir discuté avec votre président, j'avais mis des endroits dans toutes les Pyrénées-Orientales où on peut voir des traces essentiellement de choses liées à François Arago, y compris d'ailleurs travail sur le méridien. Et puis, on s'est dit que peut-être ça offrirait l'occasion d'une véritable balade, donc je ne vous présenterai pas les différents endroits, mais il y a des choses quand même assez amusantes. Si vous allez à Port-Vendre sur la place de l'Obélisque, sur le socle de l'Obélisque, il est écrit que
c'est là que François Arago a décidé qu'on implanterait ou qu'on mesurerait le niveau zéro des mers. Vous savez que pour connaître l'altitude des lieux, il faut définir un niveau zéro des mers. C'est un problème qui a intéressé François Arago. J'ai vérifié auprès de tous les scientifiques qui ont travaillé sur ce zéro des mers et dans tous les écrits d'Arago, c'est faux, il n'a jamais pris cette décision. Peut-être qu'il a parlé au maire de Port-Vendre de son intention de le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est une autre erreur sur notre statut. Voilà, et je vous remercie, je suis prêt à discuter avec vous. Alors avec les mesures barrières, je vous propose de faire comme à l'école des femmes, on va faire Jacques Martin. Je tiendrai le micro et surtout vous voudrez bien conserver votre masque s'il vous plaît. Il faut se lancer la première question. Eh bien, moi j'en ai une. Toute simple. On a trop tendance à oublier quelle fête énorme et son retentissement national qui a pu avoir lieu en septembre 1879 au moment de l'inauguration de la fameuse statue qui est place Arago. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, nous rappeler quels sont les grands personnages qui étaient venus? Oui, mais à cette inauguration, alors il faut bien dire que Perpignan... Avec le micro un peu plus près du... Pardon. Perpignan a été très mari, en fait, parce que la première statue, c'était, comme vous dites, celle des Stagel. Donc, quand Perpignan a installé la statue, on peut toujours voir, et il y avait entre autres Jules Ferry, le ministre de l'Éducation nationale, et ce qui est extraordinaire, il y a des photos d'époque, si vous voulez, que ce soit à Estagel ou à Perpignan, c'est de voir le monde qu'il y avait à ces inaugurations. Je ne vois pas maintenant d'inauguration équivalente où il y aurait autant de monde qu'à cette époque-là. Donc il y avait quand même sur un fond de bagarre un petit peu entre... et puis ça dépendait bien sûr des mouvements politiques. Mais ça a été une inauguration effectivement remarquable. Mais il y avait peut-être encore plus de monde à celle des Stagel quelques années plus tôt. Tout le monde. Alors, un autre mot, oui. Étienne a une vie de dingue. Étienne a eu une vie de dingue. C'est pour ça, d'ailleurs, je citais dans votre ouvrage que Muriel Toulotte, qui a fait sa thèse dessus, l'appelle Une vie, un siècle. Et dans les années 1820, il crée un journal qui existe encore aujourd'hui. Vous pouvez nous dire un mot? Au départ, ce n'est pas un journal d'information générale, mais c'est un journal... De quel journal vous voulez parler? Le Figaro. Ah, du Figaro. Oui, alors effectivement. Comme il n'y a pas de questions, je vous donne pour faire le lien avec le présent. Voilà. C'est vrai qu'il a créé, avec, je crois, M. Alluy, il a créé le Figaro, mais je pense qu'il l'a lâché au bout de 2-3 ans. Il n'a pas... Mais c'est tellement dense. Quand j'ai toujours le moine des Arago, déjà avoir créé le Figaro, ça pourrait suffire. Hein. Mais effectivement, il n'a pas poursuivi. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas. Je sais qu'au bout de 2 ans, il a passé la main. Mais c'est vrai qu'il a créé le Figaro. Monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez quelque part compris comment cette famille, pourquoi, dans quelles conditions, tous ces enfants avaient réussi de façon exceptionnelle? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui explique? Est-ce que c'est le milieu familial? Est-ce que c'est l'enseignement qu'il y avait à l'Estagel à l'époque? Voilà, je me pose cette question-là. Oui, mais vous avez raison de vous la poser. A priori, quand même, la clé, c'est la mère. C'est Marie Arago, qui, comme je dis, s'est auto-instruite à une époque où c'était pas fréquent. Et lui, elle et son mari, ils ont quand même compris qu'éventuellement, pour réussir, il fallait sortir du département. Ça, c'est donc une démarche d'esprit pour 2 viticulteurs
agriculteurs, l'un des stagiaires, l'autre à 10 km de là, mais c'est visiblement la mère Arago, enfin Marie Arago, qui a vécu d'ailleurs beaucoup plus longtemps, qui a vécu très longtemps, alors que son mari est mort relativement tôt. C'est elle qui a voulu donner une instruction. Après, je ne sais pas si c'est génétique ou quoi, c'est quand même pas évident quand on voit deux polytechniciens, les autres qui ont tous été officiers. Il y a bien sûr l'éducation de départ, peut-être aussi une certaine concurrence. Le seul qui n'est pas fait de politique, effectivement, c'est Jacques Arago, hein, qui est un peu marginal. Mais c'est vrai que moi je mets avant tout l'éducation par Marie Arago. C'était une éducation rigide, hein, stagiaire. Merci pour ce beau travail, hein, parce que c'est incroyable. Moi, j'ai une question par rapport à vous qui êtes aussi vraiment scientifique. Est-ce que, surtout François Arago, science et conscience, il y a un humanisme, il y a une grande ouverture sur le monde, on n'est pas renfermé sur son savoir. Et vous, comment vous l'avez ressenti, vous qui êtes un scientifique de notre époque, est-ce que vous ne rêvez pas que les scientifiques s'inspirent notamment de François Arago, parce que c'est incroyable d'étudier le monde, la lumière, l'astronomie et les esters, la beauté. Je veux dire, il y a un côté conscience qu'on a totalement perdu. Vous, en tant que scientifique, ça vous touche? C'est une idole pour vous? Alors, deux choses, oui, ça me touche. Il y a comme quelque chose sur lequel on ne peut sans doute pas grand-chose, une certaine évolution des sciences. On a des savants universels comme Humboldt ou même comme Arago et comme beaucoup d'autres à l'époque, ça ne peut plus naître dans le système actuel. Mais ce que j'estime, c'est qu'on va maintenant trop loin. Je vous ai dit tout à l'heure, des gens qui travaillent sur le gène d'un organisme, ils ne savent même rien de l'organisme et de sa vie. Moi qui étais écologue, je suis un peu intermédiaire, puisque j'ai étudié les relations entre les organismes vivants en mer et leur milieu. Donc effectivement, je pense qu'on a été trop loin et qu'il faudrait revenir quand même à un élargissement des recherches et pas donner seulement la recherche scientifique, même publique, elle est quand même poussée par des contrats privés. Si vous prenez l'exemple de la Covid, mais dans le domaine du médicament, si vous voulez, le laboratoire Arago, à Banyuls, il est associé depuis 4-5 ans au laboratoire Pierre Fabre, laboratoire pharmaceutique Pierre Fabre, qui à un moment donné s'intéressait à l'homéopathie, qui n'est pas reconnue scientifiquement. Il ne s'y intéresse plus maintenant. À tel point quand même, où je trouve qu'on va trop loin, l'avenue dans laquelle est historiquement le laboratoire Arago s'appelait l'avenue du Fontolet. Elle s'appelle l'avenue Pierre Fabre maintenant. Ce qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, un laboratoire comme Pierre Fabre, lui, ce qu'il veut, c'est une molécule qui peut soigner telle ou telle maladie. Donc, il va demander à quelqu'un qui n'est pas au CNRS, un jeune, il va lui donner une bourse pour travailler sur un sujet ultra précis pour avoir cette molécule. Le problème aussi, c'est que maintenant, des organismes comme le CNRS ou l'université, pour y rentrer, si vous voulez, il faut que vous ayez non seulement une thèse d'État, que vous ayez passé 2-3 ans postdoctoraux dans un grand laboratoire, plutôt des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et vous avez une petite chance d'entrer entre 30 et 32 ans, parce qu'après, vous êtes touché par les limites d'âge. Moi, époque bénie, mais quand je suis rentré, j'avais 23 ans, je n'avais pas une seule publication, je n'avais pas passé ma thèse de troisième cycle, mais simplement à l'époque, celui qui est devenu directeur du laboratoire après, Pierre Drache, s'occupait de l'océanographie, et il a dit au CNRS, je veux développer l'océanographie, je veux 3 personnes sur le phytoplancton, 2 sur le zooplancton, vous aurez les postes. Alors ça a changé, et on a été trop loin. Je pense qu'il y aura peut-être un retour en arrière pour que les scientifiques aient un peu plus de recul sur leur sujet. Je respecte les consignes. On a bien vu dans votre exposé que finalement Arago avait eu une double vie, une vie scientifique de chercheur et une vie politique. J'aimerais que vous nous précisiez quel était exactement, dans cette période un peu tumultueuse, le sens de l'engagement politique d'Arago. Alors effectivement, il a eu ces deux vies en partie simultanément, en partie quand même. Il faut bien voir que jusqu'en 1830, c'était plutôt la dominante nettement scientifique, et à la mort de son épouse d'ailleurs, c'était la dominante politique.
Alors, bon, on voit bien qu'avec les lois sur l'esclavage, les lois de protection dans la marine, des gens qui étaient exploités, etc., on l'aurait plutôt rangé à gauche. Mais, bon, il n'a jamais défini très clairement une position. Il n'y a pas d'écrit. Moi, je ne connais pas d'écrit politique de Arago. Ses interventions, d'ailleurs, politiques à la Chambre, elles étaient assez souvent liées à la science. Sur le daguerreotype, par exemple, il l'a présenté à la fois à l'Académie des sciences et puis 8 jours après à la Chambre des députés. Donc, il y a eu juste cette période où comment il est arrivé à être reconnu comme chef du gouvernement provisoire, qui était un poste quand même vraiment dangereux. Ça, je ne sais pas trop quels engagements il a pris. Et je vous dis, en 48, en quelques jours, on ne sait pas trop. Moi, je pense qu'il aurait pu, comme je dis, que par la peur de révolution, tout ça, ça aurait pas été impossible qu'il donne cet ordre-là. Donc, c'est assez amusant, parce que politiquement, les partis de gauche dans les Pyrénées-Orientales, y compris le Parti communiste, ont fait pendant longtemps de François Arago leur figure de proue. Et c'est simplement le Parti communiste qui a demandé, en 1970 ou quoi, un rapport sur François Arago, un rapport qui a été bien fait, objectif, et depuis, la gauche ne prend plus comme effigie François Arago. Il y a eu un virage dans les PO, mais on trouve beaucoup d'affiches du Parti communiste tout ça, où on se vantait de la personnalité d'Arago. Je tiens le micro, je suis désolé. Pardonnez-moi, il y a quelque chose pavlovien, mais je vous en prie. Bonjour monsieur. Il me semble me rappeler qu'à l'occasion de certains travaux océanographiques, François Arago avait été fait prisonnier par des barbares, par des flottes barbaresques qui venaient d'Alger et qu'il est resté longtemps prisonnier. Et je crois que ou sa famille ou le gouvernement français avait dû verser une certaine somme pour qu'il soit libéré. Est-ce que vous en savez un peu plus? Oui, j'en sais normalement beaucoup plus. Et bien j'ai oublié un petit peu. C'est pas du tout lié à... Alors, oui, c'est lié à sa carrière scientifique. C'est tout à fait au départ. Je dis qu'il était rentré à l'Académie des sciences à 23 ans. Et à 21 ans, il était déjà à l'Observatoire de Paris. Et on lui a demandé de prolonger les mesures du Méridien Paris en Espagne. Puisque Delambre et Méchain s'étaient arrêtés à Perpignan. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous allez à la patte d'oie de Perpignan quand vous sortez vers l'hôpital, il y a toujours un mur peint qui est de plus en plus délavé, d'ailleurs, qui rappelle Delambre et Méchain. Et c'est donc en commençant à mesurer ce méridien entre Barcelone et Palma de Majorque, qu'il faisait des signaux la nuit émis pour justement mesurer, faire la triangulation, qui a été pris pour un espion de Napoléon. Il a été effectivement fait prisonnier il a été mis dans les géoles à Figueras. Je crois que son père d'ailleurs a cru qu'il était mort parce que sa montre avait circulé. Et il a essayé 3 fois de rentrer en France. Après, il est arrivé avec la pluie. Il a été assez malin parce qu'à un moment donné, le bateau a résonné. Il y avait en même temps des lions qui étaient destinés au gouvernement algérien, ou que le gouvernement algérien envoyait en France. Donc il a travaillé là-dessus. Et l'Algérie a accepté, on peut dire, d'acheter Arago aux Espagnols. Il a été en Algérie. Et il a mis 3 fois avant de revenir à Marseille. Il a pris un premier bateau qui a été arraisonné par des pirates, il est retourné prisonnier. La seconde fois, il y a eu un coup de Mistral tellement fort qu'il n'a jamais pu arriver à Marseille, il est retourné à Espagne. Et la 3e fois qu'il est arrivé à Marseille, il a été mis en quarantaine, et c'est là que Humboldt a envoyé la première lettre qui écrivait leur amitié. Donc c'est lié à la mesure du méridien de Paris, et une inadvertance, il n'était pas du tout espion, mais bon, effectivement, il a, c'est raconté dans mon bouquin, mais par toute cette épopée algérienne d'Arago de François. Bon, moi j'ai encore une question. Vous avez parlé trop brièvement, parce que c'était une très belle introduction à
y serait encore, ne serait-ce que sur François, si vous aviez voulu simplement aller un petit peu dans le détail. Sur la naissance, puisqu'on fête les 175 ans de l'indépendant, au niveau politique, l'indépendant est créé en soutien à Arago, comme vous l'avez dit, mais à la fois par les républicains et, chose très surprenante, par les monarchistes les plus durs, qu'on appelle les légitimistes. Vous pouvez nous en dire un mot? Non, ce que vous avez dit, c'est une des rares fois où il y a une alliance, effectivement. Mais non, je n'en sais pas plus que ça. Et l'indépendant, si vous voulez, après a poursuivi sa route. Et, voilà. Mais c'est pareil, à l'indépendant, moi je vous l'ai dit aujourd'hui, vous le saviez peut-être que l'indépendant avait été créé pour la défense électorale d'Arago, mais l'indépendant ne rappelle pas souvent, il n'y a pas souvent des choses sur Arago, sur les raisons de sa création, mais je n'en sais pas plus. Non. Monsieur. Pour suivre ce qui a été dit tout à l'heure, je voulais savoir, parce que c'est une idée qui a toujours été répandue, que j'ai toujours entendue très jeune, est-ce la vérité s'il y a une relation entre les idées de François Arago et la coloration politique qui a à l'heure actuelle à Estagel, qui a toujours resté un bastion rouge du département? Non, il y a trop de générations entre les deux. Il y a trop de générations entre les deux. Alors, quand même, petite chose elle n'était pas terminée. Non, c'est une idée qui est répandue dans les fenouillades. Ah bon. Je ne sais pas où c'est répandu, mais je vais vous raconter une anecdote assez amusante. J'ai donné une conférence sur François Arago, l'oublié, au rendez-vous de Saint-Estève. C'est sans doute la plus grande manifestation dans les PO, puisqu'il y a toujours 250 à 300 personnes. Et à la fin de cet exposé, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit, voilà, j'aimerais que vous donniez la conférence François Arago, l'oublié, à Estagel. Je lui dis, un plaisir pour moi. Et il me dit, je vous dis tout de suite, je suis dans l'opposition. Je lui dis, bon, moi, c'est pas, ça m'est égal, je viendrai faire la conférence. Et ça a quand même provoqué une réaction, parce que le maire d'Estagel, sachant que j'allais donner une conférence qui s'appellerait François Arago l'oublié et qui avait été programmée par quelqu'un de l'opposition, il a fait une réunion et il a dit il y aura bientôt une conférence de M. Guijac, François Arago l'oublié, oubliez cette conférence. Mais finalement, il est venu à la conférence, et ça lui a donné l'idée. Il a créé, moi je devais donner ma conférence début mars, je crois, et vers le 25 février, il a trouvé, ça peut être le 151e, je ne sais pas quoi, anniversaire, lié à François Arago, et il a fait une petite cérémonie à Estagel pour bien montrer que la mairie s'intéressait à Arago. Bon, ce que je comprends un peu, c'est que dans mon livre François Arago l'oublié, c'est vrai qu'un petit peu, je critique, pas uniquement Estagel, mais je critique Estagel dans la mesure où je trouve que, compte tenu de la notoriété de tous ces Arago, il pourrait peut-être y avoir plus. Donc ça n'avait peut-être pas trop plu au maire d'Estagel, mais maintenant, il est venu à la conférence et tout s'est bien passé. Alors, si je puis me permettre, je vais juste anticiper sur la prochaine conférence, puisque ce sera le professeur Michel Cadet qui nous parlera le 17 juin de Cassagne, le Canétois et la Révolution française dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est aussi un spécialiste de l'histoire du 19e siècle. Il a écrit sur l'utilisation mémorielle, les récupérations politiques, notamment du Parti communiste, de la figure de François Arago. Donc n'hésitez pas à lui poser la question, c'est un petit peu de pub aussi pour la prochaine conférence le 17 juin. Oui, d'ailleurs, il a écrit ce que vous dites tout à fait exact. Il a écrit quand même des papiers assez longs sur justement la signification des deux inaugurations des statues d'Arago à Estagel et à Perpignan. Ah ben, je l'ai pas. Bon, je crois qu'on peut applaudir M. Jacques. Ce sera une forme de remerciement. Merci aussi à toi, Jérôme. Et
quand bien même tu as anticipé un petit peu sur ce que je voulais dire, et notamment vous parlez des 2 autres conférences qu'on aura le bonheur de vous proposer en juin. Hein. Nous sommes tellement morts de faim qu'on a prévu 2 conférences au niveau du mois de juin. Alors, sachez que Monsieur Jacques va dédicacer les livres qu'il a pu écrire sur le clan Arago pendant que nous préparerons le verre de l'amitié qui, cette fois-ci, et j'espère que ce sera la seule fois, sera pris à l'extérieur du hall du cinéma, puisqu'il n'est pas question de consommer à l'intérieur de l'établissement. Alors, donc le 17 juin, comme vous le disiez, Jérôme, nous aurons une conférence dédicace également, donnée donc par M. Michel Cadet, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine. Ce qu'il n'a pas dit, notre ami Jérôme, c'est que, bien sûr, conférence et débat, comme ce soir, mais il y aura ensuite, à 20h15, une projection, un film, réalisé donc par l'équipe de Michel Cadet, et qui s'intitule « Un peuple et son roi », c'est-à-dire dans la continuité... Pardon ? Oui, mais enfin, il a fait partie de l'équipe qui a sans doute... qu'il a sélectionné pour ce soir. Ah, d'accord. Bon, alors j'ai commis un petit impair, mais quoi qu'il en soit, c'est une vraie soirée qu'on vous propose, la conférence, la possibilité de dîner entre la fin de la conférence et le début donc de la projection du film dont je viens de parler, parce que dès le 9 juin, n'est-ce pas, Jérôme, il y aura un 2e restaurant dans l'enceinte donc de Club Ciné, au 1er étage, et ce sera une brasserie. Ensuite, le 29 juin, toujours une conférence dédicace, cette fois-ci donnée par M. Gérard Bonnet. Alors tu as effleuré la thématique tout à l'heure, puisqu'il s'agira de l'aspect de la presse roussillonnaise de 1870 à nos jours. Donc bien entendu, M. Bonnet nous parlera abondamment de l'Indépendant. Et M. Bonnet a été journaliste toute sa vie professionnelle. Donc voilà des conférences et des thèmes que nous estimons variés et riches, et j'espère que vous serez bien entendu très nombreux pour ces 2 prochaines conférences. Merci, et donc dédicace si vous le souhaitez, et en tout cas, on vous propose le verre de l'amitié. Bonne soirée.